Il est environ 23 heures, le 13 avril 1699, dans un petit village du nord de l'Angleterre. Jane Roth, âgée de 9 ans, ouvre et plisse les yeux dans les ombres du soir. Elle et sa mère viennent de se réveiller d'un court sommeil. Madame Roth se lève et se rend au coin du feu de leur modeste maison, où elle commence à fumer une pipe. À ce moment-là, 2 hommes apparaissent à la fenêtre. Ils lui disent de se préparer à partir avec eux. Comme Jane l'a expliqué plus tard devant un tribunal, sa mère attendait manifestement ses visiteurs. Elle les a accompagnés librement, mais a d'abord chuchoté à sa fille de rester tranquille, et elle reviendra demain matin. Peut-être que Mrs. Roth avait une tâche nocturne à accomplir. Ou peut-être avait-elle des ennuis, et savait-elle que quitter la maison était un risque. Quoi qu'il en soit, la mère de Jane n'a pas pu tenir sa promesse, elle n'est jamais rentrée chez elle. Cette nuit-là, Madame Roth a été brutalement assassinée, et son corps a été découvert les jours suivants. Le crime n'a jamais été résolu. Près de 300 ans plus tard, au début des années 1990, l'historien Roger Ekirch franchit l'entrée voûtée du Public Record Office à Londres, un imposant bâtiment gothique qui a abrité les archives nationales du Royaume-Uni de 1838 à 2003. C'est là, parmi les interminables rangées de papiers vélins et de manuscrits anciens, qu'il a trouvé le témoignage de Jane. Et quelque chose l'a frappé comme étant étrange. À l'origine, Ekirch faisait des recherches pour un livre sur l'histoire de la nuit, et à l'époque, il avait examiné des documents qui couvraient la période allant du Haut Moyen Âge à la Révolution industrielle. Il redoutait d'écrire le chapitre sur le sommeil, pensant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une nécessité universelle mais d'une constante biologique. Il était sceptique quant à la possibilité de trouver quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, il a trouvé les dépositions des tribunaux particulièrement éclairantes. Elles constituent une source merveilleuse pour les historiens sociaux, déclare Ekirch, professeur à Virginia Tech, aux États-Unis. Elles commentent des activités qui sont souvent sans rapport avec le crime lui-même. Mais en lisant la déposition pénale de Jane, 2 mots lui ont semblé faire écho à un détail particulièrement excitant de la vie au XXe siècle, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, premier sommeil. Je peux citer le document original presque mot pour mot, dit Ekirch, dont l'exaltation de sa découverte est palpable même des décennies plus tard. Dans son témoignage, Jane décrit comment, juste avant l'arrivée des hommes à leur domicile, elle et sa mère s'étaient réveillées de leur premier sommeil de la soirée. Il n'y a pas eu d'autre explication, l'interruption du sommeil a simplement été mentionnée comme si elle n'avait rien d'exceptionnel. Elle y faisait référence comme si c'était tout à fait normal, dit Ekirch. Un premier sommeil implique un second sommeil, une nuit divisée en 2 moitiés. S'agit-il d'une simple bizarrerie familiale ou de quelque chose de plus? Au cours des mois suivants, Ekirch a parcouru les archives et a trouvé de nombreuses autres références à ce mystérieux phénomène du double sommeil, ou sommeil biphasique comme il l'a appelé plus tard. Certaines sont assez banales, comme la mention du tisserand John Cockburn, qu'il a simplement glissé dans son témoignage de manière fortuite. Mais d'autres étaient plus sombres, comme celui de Luke Atkinson, de l'East Riding of Yorkshire. Une nuit, il a réussi à glisser un meurtre matinal entre ses heures de sommeil et selon sa femme, il en profitait souvent pour fréquenter les maisons d'autres personnes pour des actes sinistres. Lorsqu'Ekirch a étendu ses recherches aux bases de données en ligne d'autres documents écrits, il est rapidement apparu que le phénomène était plus répandu et normalisé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Pour commencer, les premiers sommeils sont mentionnés dans l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature médiévale, les Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, écrits entre 1387 et 1400, qui se présentent comme un concours de contes entre un groupe de pèlerins. Il figure également dans le livre satirique Beware the Centre d'Aide par le travail, 1561, du poète William Baldwin, considéré par certains comme le premier roman de l'histoire, qui raconte l'histoire d'un homme qui apprend à comprendre le langage d'un groupe de chats surnaturels terrifiants, dont l'un, Moses Leye, est jugé pour promiscuité. Mais ce n'est que le début.
Et Kirsch a trouvé des références occasionnelles au système de double sommeil sous toutes les formes imaginables, des centaines dans des lettres, des journaux intimes, des manuels de médecine, des écrits philosophiques, des articles de journaux et des pièces de théâtre. Cette pratique a même été reprise dans des ballades, comme All Robin of Portingal. Et au réveil de ton premier sommeil, tu auras une boisson chaude, et au réveil de ton prochain sommeil, tes chagrins seront assouvis. Le sommeil biphasé n'était pas non plus propre à l'Angleterre, il était largement pratiqué dans tout le monde pré-industriel. En France, le sommeil initial était le premier somme, en Italie, c'était le primo sonno. En fait, Hirsch a trouvé des preuves de cette habitude dans des endroits aussi éloignés que l'Afrique, l'Asie du Sud et du Sud-Est, l'Australie, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Un récit colonial de Rio de Janeiro, au Brésil, datant de 1555, décrit comment les Tupinambas dînaient après leur premier sommeil, tandis qu'un autre, datant de Muscat, en Oman, au XXe siècle, explique que les habitants de la région se retiraient pour leur premier sommeil avant 22 heures. Et loin d'être une particularité du Moyen Âge, Kirsch a commencé à soupçonner que cette méthode était la manière dominante de dormir depuis des millénaires, un ancien défaut que nous avons hérité de nos ancêtres préhistoriques. La première trace trouvée par Kirsch remonte au 8e siècle avant, dans l'Odyssée, une épopée grecque de 12 109 lignes, tandis que les derniers indices de son existence remontent au début du XXe siècle, avant qu'elle ne tombe dans l'oubli. Comment cela a-t-il fonctionné? Pourquoi les gens le faisaient-ils? Et comment quelque chose qui était autrefois si normal a-t-il pu être si complètement oublié? Au XVIIe siècle, une nuit de sommeil se déroulait comme suit. Dès 21h et jusqu'à 23h, les personnes assez fortunées pour se le permettre commençaient à s'affaler sur des matelas rembourrés de paille ou de chiffon ou de plumes, si elles étaient riches, prêts à dormir pendant quelques heures. Au bas de l'échelle sociale, les gens devaient se contenter de se blottir sur un brin de bruyère ou, pire, sur un sol de terre nue, éventuellement même sans couverture. À l'époque, la plupart des gens dormaient en communauté et se retrouvaient souvent blottis contre un assortiment douillet de punaises, de puces, de poux, de membres de la famille, d'amis, de domestiques et s'ils voyageaient de parfaits inconnus. Pour éviter toute gêne, le sommeil était régi par un certain nombre de conventions sociales strictes, telles que l'interdiction de tout contact physique ou de toute agitation excessive, et les positions de sommeil étaient désignées. Par exemple, les enfants de sexe féminin s'allongeaient généralement d'un côté du lit, l'aîné étant la plus proche du mur, suivi de la mère et du père, puis des enfants de sexe masculin là encore classés par âge et enfin des personnes extérieures à la famille. Quelques heures plus tard, les gens commençaient à se réveiller de ce sommeil initial. Les réveils nocturnes duraient généralement de 23h à 1h du matin, selon l'heure à laquelle ils se couchaient. Ils n'étaient généralement pas causés par le bruit ou d'autres perturbations nocturnes, ni déclenchés par une quelconque alarme. Celle-ci n'a été inventée qu'en 1787, par un Américain qui, ironiquement, devait se réveiller à temps pour vendre des horloges. Au contraire, le réveil s'est fait tout naturellement, comme le matin. La période d'éveil qui suivait était connue sous le nom de veille et c'était une fenêtre étonnamment utile pour faire des choses. Les documents décrivent comment les gens faisaient à peu près tout et n'importe quoi après s'être réveillés de leur premier sommeil, explique Kirsch. Sous la faible lueur de la lune, des étoiles et des lampes à huile ou des lampes à jonc, une sorte de bougie pour les ménages ordinaires, fabriquée à partir des tiges cirées des joncs, les gens s'occupaient des tâches ordinaires, comme ajouter du bois au feu, prendre des remèdes ou aller uriner, souvent dans le feu lui-même. Pour les paysans, le réveil signifiait le retour à un travail plus sérieux, qu'il s'agisse de s'aventurer pour surveiller les animaux de la ferme ou d'effectuer les tâches ménagères, comme rapiécer le tissu, peigner la laine ou éplucher les joncs à brûler. Une servante que Kirsch a rencontrée a même brassé de la bière pour son employeur du Westmoreland une nuit, entre minuit et 2h. Naturellement, les criminels en profitaient pour rôder et s'aimer la zizanie comme le meurtrier du Yorkshire. Mais la veille était aussi un moment consacré à la religion. Pour les chrétiens, il y avait des prières élaborées à accomplir, dont certaines étaient prescrites pour cette période précise.
Un père l'appelait l'heure la plus profitable, quand après avoir digéré votre dîner et vous être débarrassé des travaux du monde personne ne vous cherchera sauf Dieu. Les personnes de nature philosophique, quant à elles, pouvaient utiliser la veille comme un moment paisible pour ruminer la vie et réfléchir à de nouvelles idées. À la fin du XVe siècle, un commerçant londonien a même inventé un dispositif spécial pour se souvenir de toutes les intuitions nocturnes les plus fulgurantes, un nocturnal remembrancé, qui consistait en un bloc de parchemin fermé avec une ouverture horizontale qui pouvait être utilisée comme guide d'écriture. Mais par-dessus tout, la veille était utile pour la socialisation et pour le sexe. Comme l'explique Ekirch dans son livre « At Death Close, A History of Nighttime », les gens restaient souvent au lit pour discuter. Et pendant ces étranges heures crépusculaires, les compagnons de lit pouvaient partager un niveau d'informalité et de conversation décontracté qu'il était difficile d'atteindre pendant la journée. Pour les maris et les femmes qui parvenaient à s'adapter à la logistique du partage d'un lit avec d'autres personnes, c'était également un intervalle pratique pour l'intimité physique s'ils avaient eu une longue journée de travail manuel. Le premier sommeil les soulageait de leur épuisement et la période qui suivait était considérée comme un excellent moment pour concevoir un grand nombre d'enfants. Après avoir été éveillés pendant quelques heures, les gens retournaient généralement se coucher. Cette étape suivante était considérée comme un sommeil matinal et pouvait durer jusqu'à l'aube, voire plus tard. Comme aujourd'hui, le moment où les gens se réveillaient pour de bon dépendait de l'heure à laquelle ils se couchaient. Selon Ekirch, le système du double sommeil est mentionné tout au long de l'ère classique, ce qui suggère qu'il était déjà courant à l'époque. On le trouve par hasard dans les œuvres de personnages aussi illustres que le biographe grec Plutarque, du 1er siècle de notre ère, le voyageur grec Pausania, du 2e siècle de notre ère, l'historien romain Tite Live et le poète romain Virgile. Plus tard, la pratique a été adoptée par les chrétiens, qui ont immédiatement vu le potentiel de la veille comme une occasion de réciter des psaumes et des confessions. Au VIe siècle de notre ère, saint Benoît a exigé des moines qu'ils se lèvent à minuit pour ces activités, et l'idée s'est répandue dans toute l'Europe pour atteindre progressivement les masses. Mais l'homme n'est pas le seul animal à avoir découvert les avantages de la division du sommeil. Cette pratique est très répandue dans la nature, où de nombreuses espèces se reposent en 2, voire plusieurs fois. Cela leur permet de rester actives aux moments les plus propices de la journée, par exemple lorsqu'elles ont le plus de chances de trouver de la nourriture, tout en évitant de devenir elles-mêmes un casse-croûte. Le lémurien à queue annelée en est un exemple. Ces primates malgaches emblématiques, avec leurs yeux rouges effrayants et leur queue noire et blanche dressée, ont des habitudes de sommeil remarquablement similaires à celles des humains pré-industriels. Ils sont éphémères, c'est-à-dire qu'ils sont debout la nuit et le jour. Il existe une grande variabilité chez les primates, en ce qui concerne la façon dont ils répartissent leur activité sur la période de 24 heures, explique David Samson, directeur du laboratoire du sommeil et de l'évolution humaine à l'Université de Toronto-Mississauga, au Canada. Et si le double sommeil est naturel pour certains lémuriens, il s'est demandé si ce n'était pas la façon dont nous avons évolué pour dormir aussi. Ekirch nourrissait depuis longtemps la même intuition. Mais pendant des décennies, il n'y avait rien de concret pour le prouver ou pour éclairer les raisons de sa disparition. En 1995, alors qu'il lisait des articles en ligne tard dans la nuit, Ekirch a trouvé un article dans le New York Times sur une expérience de sommeil menée quelques années auparavant. La recherche avait été menée par Thomas Weher, un spécialiste du sommeil de l'Institut national de la santé mentale, sur 15 hommes. Après une première semaine d'observation de leurs habitudes de sommeil, ils ont été privés d'éclairage artificiel la nuit afin de réduire leurs heures de lumière du jour, qu'elles soient naturelles ou électriques, de 16 heures à 10 heures seulement. Le reste du temps, ils étaient confinés dans une chambre sans lumière ni fenêtre, et entièrement enveloppés dans sa noirceur veloutée. Ils n'avaient pas le droit d'écouter de la musique ou de faire de l'exercice, et étaient plutôt incités à se reposer et à dormir. Au début de l'expérience, les hommes avaient tous des habitudes nocturnes normales. Ils dormaient d'une traite continue qui durait de la fin de la soirée jusqu'au matin. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit.
Après 4 semaines de journée de 10 heures, leurs habitudes de sommeil s'étaient transformées, ils ne dormaient plus d'une traite, mais de 2 moitiés à peu près de la même longueur. Celle-ci était ponctuée d'une période d'1 à 3 heures pendant laquelle ils étaient éveillés. Des mesures de la mélatonine, l'hormone du sommeil, ont montré que leur rythme circadien s'était également ajusté, de sorte que leur sommeil était modifié au niveau biologique. WEHR a réinventé le sommeil biphasique. La lecture de cette expérience a été, à part mon mariage et la naissance de mes enfants, probablement le moment le plus excitant de ma vie, déclare Kirsch. Lorsqu'il a envoyé un courriel à WEHR pour lui expliquer l'extraordinaire correspondance entre ses propres recherches historiques et l'étude scientifique, je pense pouvoir vous dire qu'il était tout aussi exalté que moi, dit-il. Plus récemment, les propres recherches de Samson ont confirmé ces résultats avec une tournure passionnante. En 2015, avec des collaborateurs de plusieurs autres universités, Samson a recruté des volontaires locaux dans la communauté isolée de Manadena, dans le nord-est de Madagascar, pour une étude. L'endroit est un grand village adossé à un parc national et il n'y a aucune infrastructure pour l'électricité, de sorte que les nuits sont presque aussi sombres qu'elles l'auraient été pendant des millénaires. Les participants, pour la plupart des agriculteurs, ont été invités à porter un actimètre, un dispositif sophistiqué de détection d'activité qui peut être utilisé pour suivre les cycles de sommeil pendant 10 jours, afin de suivre leurs habitudes de sommeil. Ce que nous avons constaté, c'est que chez ceux qui n'avaient pas de lumière artificielle, il y avait une période d'activité juste après minuit jusqu'à environ de 1h à 1h30 du matin, explique Samson, puis on retombait dans le sommeil et l'inactivité jusqu'à ce qu'ils se réveillent à 6 heures, ce qui coïncide généralement avec le lever du soleil. Il s'avère que le sommeil biphasique n'a jamais complètement disparu, il subsiste aujourd'hui dans certaines parties du monde. Collectivement, cette recherche a également donné à Kirsch la réponse qu'il recherchait pour expliquer pourquoi une grande partie de l'humanité a abandonné le système de sommeil biphasique, à partir du début du XIXe siècle. Comme pour d'autres changements récents de notre comportement, tels que la tendance à dépendre de l'heure, la réponse a été la révolution industrielle. L'éclairage artificiel est devenu plus répandu et plus puissant. Il y a d'abord eu l'éclairage au gaz, qui a été introduit pour la première fois à Londres, explique Kirsch, puis, bien sûr, l'éclairage électrique vers la fin du siècle. En plus de modifier les rythmes circadiens, l'éclairage artificiel a naturellement permis aux gens de se coucher plus tard. Cependant, si les gens ne se couchaient plus à 21 heures, ils devaient toujours se réveiller à la même heure le matin, leur repos était donc tronqué. Et Kirsch pense que cela a rendu leur sommeil plus profond, car il était comprimé. En plus de modifier les rythmes circadiens de la population, l'éclairage artificiel a allongé le premier sommeil et raccourci le second. Et j'ai pu retracer ce phénomène, presque décennie par décennie, tout au long du XIXe siècle, explique Kirsch. Fait intrigant, l'étude de Samson à Madagascar comportait une deuxième partie dans laquelle la moitié des participants ont reçu des lumières artificielles pendant une semaine, pour voir si cela faisait une différence. Dans ce cas, les chercheurs ont constaté que cela n'avait aucun impact sur leurs habitudes de sommeil segmentées. Toutefois, les chercheurs soulignent qu'une semaine n'est peut-être pas assez longue pour que les lumières artificielles entraînent des changements majeurs. Le mystère demeure donc entier, même si l'éclairage artificiel n'était pas entièrement responsable. À la fin du XXe siècle, la division entre les deux types de sommeil avait complètement disparu. La révolution industrielle n'avait pas seulement changé notre technologie, mais aussi notre biologie. L'un des principaux effets secondaires de la modification des habitudes de sommeil de l'humanité a été un changement d'attitude. D'une part, nous avons rapidement commencé à faire honte à ceux qui dorment trop et à nous préoccuper du lien entre se lever tôt et être productif. Mais pour moi, l'aspect le plus gratifiant de tout cela, déclare Eckert, concerne ceux qui souffrent d'insomnie au milieu de la nuit. Il explique que nos habitudes de sommeil sont désormais tellement modifiées que tout réveil au milieu de la nuit peut nous amener à paniquer. Je ne veux pas prendre cela à la légère d'ailleurs, je souffre moi-même de troubles du sommeil, en fait.
Mais lorsque les gens apprennent que cela a pu être tout à fait normal pendant des millénaires, ils constatent que cela atténue quelque peu leur anxiété. Toutefois, avant que les recherches des Kirsch ne donnent naissance à une version dérivée du régime paléo et que les gens ne commencent à jeter leurs lampes ou pire, à diviser artificiellement leur sommeil en deux avec des réveils, il tient à souligner que l'abandon du système de double sommeil ne signifie pas que la qualité de notre sommeil actuel est pire. Malgré les gros titres quasi constants sur la prévalence des problèmes de sommeil, et Kirsch a déjà fait valoir que, d'une certaine manière, le XXIe siècle est un âge d'or du sommeil, une époque où la plupart d'entre nous n'ont plus à craindre d'être assassinés dans leur lit, de mourir de froid ou d'attraper des poux, où nous pouvons dormir sans douleur, sans risque d'incendie et sans que des étrangers se blottissent contre nous. En bref, les périodes uniques de sommeil ne sont peut-être pas naturelles. Et pourtant, les matelas ergonomiques de luxe ou l'hygiène moderne ne le sont pas non plus. Plus sérieusement, il n'y a pas de retour en arrière possible, car les conditions ont changé, affirme M. Ekirch. Il se peut donc que nous manquions les conversations confidentielles de minuit au lit, les rêves psychédéliques et les révélations philosophiques nocturnes, mais au moins nous ne nous réveillerons pas couverts de piqûres rouges de colère. L'image du rêve des mages est utilisée avec l'aimable autorisation de la British Library, où elle fait partie du catalogue of Illuminated Manuscripts.